Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour la version entrepreneuriale du podcast Chef d'entreprise. Ce sont des histoires justement de celles et ceux qui entreprennent dans la food. Alors aujourd'hui, on va parler d'un parcours qui sur le papier encore ne ressemble pas à celui d'un restaurateur traditionnel, pas du tout. Un diplômé de l'ESSEC passé par la finance, la fusion, acquisition, bref, rien qui ne laissait penser qu'un jour, il fabriquerait son propre tarama. Je vais même en rajouter, imaginez que l'homme que vous allez entendre, il y a quelques années, il travaillait à conseiller des États pour la banque Lazare. Vous voyez l'idée ? Et pourtant, aujourd'hui, on le retrouve derrière le comptoir de Plaka, son enseigne parisienne, à défendre la cuisine grecque qu'il a reçue en héritage, avec exigence et une grande sincérité. Vous allez découvrir une histoire entrepreneuriale singulière, animée par l'intime et portée par une histoire de vie, par une famille aussi. Parce qu'il en faut des convictions et de l'envie pour lâcher une carrière très prestigieuse et le niveau d'enjeu auquel Dimitri évoluait, pour ouvrir sa boutique finalement, disons-le comme ça, pour passer du rôle de conseiller financier pour les gouvernements à traiteur grec. C'est pas une évidence linéaire, mais c'est le chemin qu'a choisi d'emprunter Dimitri Alexopoulos. Alors oui, son nom, forcément, il est clair, une des raisons de ce basculement. Une histoire de reconversion, mais je vous le disais, une histoire surtout de conviction, celle qu'on peut bâtir une entreprise sincère, solide et fidèle à ce qu'on est. J'adore cet épisode et j'ai adoré cette rencontre, simple. Dimitri m'a reçu chez lui, j'ai kiffé parce qu'il est la preuve qu'on peut s'engager en restauration, qu'on peut faire les choses avec conviction, sincèrement, même si on n'est pas du sérail. Encore une fois, c'est une figure de néo-entrepreneur, ceux qui font parfois grincer les dents de la profession. Mais vous allez voir, il fait les choses, il les fait bien, il ne se ménage pas et il a de quoi inspirer nombre de restaurateurs et d'aspirants entrepreneurs. C'est un parcours formidable et un esprit clairvoyant. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez le podcast Chef. Vous le savez, le vendredi, on plonge dans le parcours des gens qui entreprennent aujourd'hui, celui d'un homme qui a lâché la finance pour faire du tzatziki. Et vous allez voir que ça lui réussit, il est brillant, touchant, inspirant. Rencontre avec Dimitri Alexopoulos. Si tu dois, et tu le fais souvent j'imagine en tant qu'entrepreneur, te présenter et présenter ta marque, je sais pas si tu dis marque d'ailleurs, tu te présentes comment et tu utilises quel mot ? J'utilise le mot entrepreneur avant tout parce que j'ai le sentiment d'entreprendre, j'ai le sentiment de gérer une entreprise et de développer cette entreprise. Et donc en fait, quelque part, pour moi personnellement, le produit importe peu ou importe moins en fait que l'entreprise en global. C'est-à-dire en fait que je vende du tarama, du tzatziki ou des téléphones ou des montres connectées. Dans tous les cas, en fait, on va quand même avoir des sujets évidemment très communs, des problématiques communes qui font communes à l'entreprise et aux entreprises, qui m'animent le plus et qui me fait le plus travailler, gérer, développer, faire croître mon entreprise, m'assurer qu'elle reste toujours viable sur le long terme, donc en fait qu'elle soit pérenne. C'est ça aussi qui est important pour moi parce que souvent dans la restauration, j'ai l'impression, ou de plus en plus, il y a toujours ce côté-là un peu trop péjoratif et que je n'aime pas, qui est le mot concept. J'ai un concept de bar à X ou bar à Y. C'est sympa dans l'idée, mais je trouve qu'il y a un côté beaucoup trop éphémère que je refuse d'avoir et que je ne veux pas du tout pour mes entreprises ou pour mon entreprise. Tu vises la pérennité. Je vise la pérennité. Je vise, entre guillemets, entre la pérennité et l'intemporalité, en fait, et pas quelque chose qui se veut éphémère, qui fasse un gros boom tout de suite et qui ensuite va se taire ou va se tuer. Moi, je veux quelque chose, effectivement, je fonde des bases solides pour pouvoir, effectivement, faire ce métier-là le plus longtemps possible. J'adore cette intro, tu sais, parce que c'est très rare, et notamment dans ce podcast, et tu vas à l'encontre d'un biais culturel assez français, mais qui se retrouve peut-être par ailleurs, qui est qu'en cuisine particulièrement, et dans la restauration, ceux qui se présentent avant tout comme des entrepreneurs, et qui mettent finalement l'objet de leur entreprise, à savoir la cuisine, quasiment au second rang, derrière le geste d'entreprendre, et tu le dis, tu aurais pu entreprendre dans d'autres secteurs, c'est pas bien vu. Les gens dans la cuisine, ils sacralisent le geste, le produit, la cuisine, le savoir-faire, et c'est très rare les gens qui osent et qui disent non, moi, en premier lieu, je suis un entrepreneur. Et merci justement de ce discours parce qu'il est rare en fait. Alors que ça reste une entreprise, un restaurant en fait, avant toute chose. J'assume, on va dire, ce mot entreprendre
je pense que je l'assume d'autant plus maintenant que je me rends compte en fait que typiquement j'ai 25 employés et donc en fait j'ai une entreprise à faire vivre et j'ai en fait ces employés dont je dois en fait pérenniser aussi l'emploi. En fait, je leur dois un salaire tous les mois, je dois faire en sorte qu'ils restent plus longtemps aussi s'ils le veulent dans l'entreprise et donc en fait, je sens c'est ça aussi, c'est que plus on développe son entreprise, plus on a des responsabilités et aussi envers justement ses employés. Donc en fait, ça aussi, c'est ce poids-là que j'aime, que j'accepte comme poids, comme responsabilité, mais qui fait qu'effectivement, je fais attention aussi à ça. Et donc ça va avec la soutenabilité en fait économique de l'entreprise et avec la pérennité de l'entreprise. C'est assez rare et merci justement de rentrer dedans parce que on le prend ce thème avec des pincettes. Moi, ce format-là, donc, qui est diffusé chaque semaine, pourtant, donc ça fait un épisode tous les vendredis sur l'entrepreneuriat. Il est à prendre avec des pincettes parce qu'encore une fois, en France, culturellement, avant de se dire je suis entrepreneur et j'ai un restaurant, il faut parler de cuisine, de l'âme, du truc. Et toi, dès le début, tu rentres dans en fait, c'est avant toute chose et c'est vrai, une entreprise. Exact. Mais alors c'est là où je vais rajouter du coup un mais quand même. La restauration, la cuisine, c'est quand même un domaine à part et si je n'étais pas passionné par ça, en fait, j'aurais pas forcément l'énergie suffisante pour encore une fois pour le rendre pérenne ou pour le faire aussi bien. J'essaie de le faire aussi bien tous les jours parce que c'est vrai en fait que surtout au début quand j'avais commencé donc c'est moi qui ai monté mon entreprise et qui ai monté Placard, mais en fait on était vraiment 3 au départ. J'étais tout seul en vente pendant 1 an à travailler 6 jours sur 7, on va dire même 7 jours sur 7 parce qu'évidemment le 7e jour c'était dédié à l'administration, aux commandes, etc. Donc je travaillais vraiment tous les jours. En vente, j'avais 2 personnes en cuisine, mon chef grec que je salue, Fadnandos, et un super commis aussi, Amine. On était 3. Et donc effectivement, au départ, je travaillais énormément et je ne pouvais pas compter mes heures. Et donc en fait, si je n'étais pas passionné, si je n'étais pas sûr de moi dès le départ que en fait j'étais fier, passionné et convaincu des produits que je vendais, je pense que j'aurais pas tenu forcément le rythme en fait initial. Ouais. Et donc c'est en fait cette passion-là qui m'animait initialement, qui me disait OK, tu es sur le bon chemin et tu vas y arriver et ça va le faire. Ouais. C'est pas une entreprise comme les autres. Faut quand même un petit peu Il faut, et d'ailleurs j'ai souvent des personnes qui me contactent sur LinkedIn ou alors même directement sur Instagram qui me disent voilà, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait de la banque et j'aimerais bien faire un peu le move que tu as fait. Et je leur dis toujours, vraiment c'est automatique, mais je leur dis super comme idée, évidemment fonce, mais si t'es pas passionné par contre, je pense que ça va être vraiment très très difficile et tu vas pas pouvoir malheureusement sur le long terme tenir, garder le rythme. Ouais. Exactement. Est-ce qu'on peut remonter le fil de ton histoire justement et comprendre comment t'en es arrivé là? Si on repart au tout début, la restauration, la gastronomie, elle avait quelle place? Tu viens d'où? Raconte-nous un petit peu quelles sont les origines. Bien sûr. Pour revenir à la restauration ou à la cuisine, je pense qu'il y a plusieurs moments marquants de ma vie. La première, c'était, d'une manière générale, j'ai grandi dans une famille grecque à Paris, mais donc mes 2 parents étaient grecs. J'ai été élevé aussi par ma grand-mère grecque de Thessalonique à Paris. Et toute cette famille-là, en fait, était, comme tous les Grecs qui se respectent, j'ai envie de dire, était passionnée par la cuisine et par la cuisine grecque. Et souvent en Grèce, on va dire l'amour ou le partage passe énormément par la cuisine. Et donc tout cet amour-là qui m'a été transmis à travers la cuisine par ma famille, c'était aussi des recettes que l'on m'a données ou en tout cas que l'on m'a montrées à chaque fois que chez moi il y avait vraiment des odeurs. On n'avait pas de hôtes en plus, donc il y avait vraiment des odeurs dans tous les sens très méditerranéennes. C'est-à-dire que la cuisine, ils cuisinaient vraiment leurs origines, pour le coup, les racines, les plats, ce qu'il y avait sur la table. Toi, quand t'étais enfant, c'était vraiment, c'était principalement des plats très grecs, très classiques. Encore une fois, toutes les familles ont en Grèce et que du coup je vends aujourd'hui et que je présente aujourd'hui dans mes boutiques. Donc il y avait cette empreinte. De fait, c'est ton ADN. Complètement. Il y avait ça et il y avait aussi du côté notamment de mon père surtout que j'appréciais et que je continue à apprécier, c'est toujours cette volonté du bon et de toujours chercher entre guillemets le meilleur
dans un ingrédient. Et en fait, essayer de pouvoir comparer, je dis n'importe quoi, mais en fait, c'est quoi la différence entre une bonne tomate et une mauvaise tomate? Qu'est-ce qui fait qu'une tomate a vraiment du goût? Qu'est-ce qui fait qu'une tomate est intéressante? Il y avait toujours cette passion, cette recherche de la qualité. Et ça aussi, je trouve culturellement, c'est pas inintéressant de grandir avec ça quand même, cette exigence. Ça aide énormément. Du coup, je suis devenu très exigeant et très difficile aussi. Donc, je sais pas si ça aide parce que c'est peut-être un peu pénible pour l'entourage. Pour l'entourage ou au restaurant, parfois, du coup, je suis effectivement pas toujours le plus facile. Mais effectivement, par contre, ça aiguise énormément le palais. Et ça fait que j'arrive effectivement à souvent mettre le doigt sur ça peut être des textures ou des goûts ou des cuissons ou peu importe qui sont effectivement pas celles que j'attends. Donc effectivement, ça m'a beaucoup appris à être difficile, mais bon, pour moi dans le bon sens du terme. Ouais, bien sûr. Donc dans l'enfance, il y a quand même une forme d'héritage, à la fois culturel et puis aussi dans la manière d'aborder la table, les produits, tu le disais, la cuisine. Tu pars quand même avec un prisme ou en tout cas une vision qui est déjà un peu singulière. En tout cas, il y a des marqueurs. À l'âge où justement on se projette, celui de l'enfance puis de l'adolescence, tu rêves de quoi? T'as envie de faire quoi? Est-ce que c'est ce que tu fais aujourd'hui ou est-ce que ça n'a rien à voir à ce moment-là quand tu te... Alors, il y a une partie de Grèce dans ce que je voulais faire, c'est qu'en fait, je me rêvais au ministère des Finances en Grèce. Parce que j'étais passionné à la fois aussi par l'histoire et par l'histoire économique, donc sous le prisme économique. Et donc moi j'avais fait une prépa économique. Je suis entré ensuite donc à l'ESSEC dans une grande école de commerce. Mais tout de suite en fait, même à l'ESSEC, je me voyais avant tout économiste. Donc je me dépêchais de finir mes études pour continuer avec un deuxième master, cette fois-ci en économie, pour devenir économiste et ou pour devenir conseiller économique. On est en quelle année à peu près là? On est parce que t'es très jeune donc en 2014 par là, 2014-2015. C'est marrant de le repositionner par rapport à ce qu'a connu la Grèce d'un point de vue économique, post-crise, post-austérité. Toi, t'arrives là avec cette envie. C'est pas rien, c'est signifiant. Tu mets le doigt exactement sur un sujet intéressant, c'est qu'en fait, j'avais été pris et j'avais été ravi de ça en plein Grexit. Donc c'était après la crise effectivement, après la crise de la dette souveraine dans les années 2009-2010. Il y avait donc le Grexit qui était, si je me trompe pas, en 2015. Et j'étais à ce moment-là même, en fait, économiste chez Morgan Stanley à Londres. Et donc, en fait, je devais développer des modèles macroéconomiques pour prédire des indicateurs macroéconomiques. Bon, c'était passionnant. Passionnant parce que t'es à mi-chemin entre l'économie, la géopolitique. Enfin, c'est complètement. L'histoire, on savait pas. En plus, quand j'étais donc à Londres, c'était vraiment juste avant le référendum qui a eu lieu, du coup, pour savoir si la Grèce allait sortir, voulait sortir elle-même de la zone euro ou non. Et donc effectivement, on était au cœur de la géopolitique, de la politique à l'époque. J'avais été pris ensuite, du coup, définitivement pour travailler chez eux. Mais juste avant ça, il me fallait terminer une dernière année d'études en économie, un M2. Et à l'époque, j'étais entré à ce qu'on appelle la Paris School of Economics, l'école d'économie de Paris, qui est très réputée, notamment parce qu'elle a sorti de très grands économistes. Et j'avais la chance d'avoir un économiste qui nous a quittés il y a quelques années malheureusement, Daniel Cohen, qui était brillant et qui a été un super maître pour moi. Et donc je l'ai eu comme directeur de mémoire pour mon M2. Et ce même Daniel Cohen était en fait, par hasard, senior advisor, donc il conseillait d'un point de vue plus extérieur chez Lazard, donc dans cette banque franco-américaine. Il conseillait dans une équipe très secrète, assez prestigieuse, qui s'appelle le Conseil au gouvernement. Et donc, il conseille des gouvernements dans le monde entier sur des sujets très précis de macroéconomie et souvent d'endettement souverain. Dingue. Sujet passionnant, encore une fois. Et moi qui, justement, voulais conseiller des pays, Daniel Cohen, du coup, m'avait dit, mais pourquoi tu vas chez Morgan Stanley à Londres? Viens directement chez Lazard pour faire exactement ce que tu veux faire. Ouais. Donc, je l'ai écouté, j'ai passé les entretiens, j'ai été pris, et donc je suis resté 1 an dans la chambre des absolument. Je suis resté 1 an dans cette équipe, très brillante, prestigieuse et un peu secrète des conseillers au gouvernement, aussi bien en Asie qu'en Afrique, qu'en Amérique latine. Donc passionnant. La question évidente là-dedans, et pardon d'y aller direct. T'as cette envie. T'as une perspective, tu le mérites forcément parce qu'on n'arrive pas là par hasard, mais on t'ouvre la porte
d'un Graal par rapport à ce que t'envisageais. Et ça a duré 1 an. Qu'est-ce qui fait qu'on sort de ce cabinet, justement, prestigieux? Peut-être que j'ai pas eu la chance d'y être au bon moment, parce qu'en fait, c'est un cabinet qui a fait de très très beaux mandats, et notamment qui avait par exemple conseillé l'Argentine au moment de la restructuration de la dette souveraine dans les années 2000. Pareil, c'est eux qui avaient conseillé la Grèce dans les années 2010 aussi pour la restructuration. Donc, ils ont fait de très beaux mandats, très sexy, très, encore une fois, oui, très très prestigieux. Ouais. Et j'arrive peut-être dans une période un peu plus creuse, ou en tout cas qui n'avait pas de mandat aussi prestigieux. Et finalement aussi, je me suis rendu compte que moi qui étais passionné par des sujets comme le chômage, comme l'inflation, voilà, tous ces sujets macroéconomiques, dans les faits, c'est toujours aussi super, c'est vraiment passionnant, mais par contre, il y a un côté un peu trop parfois non palpable, en fait, qui est un peu trop abstrait ou un peu trop théorique, et surtout parfois quand tu donnes des conseils dans ce type de problématiques, en fait, il y a tellement d'inertie, ça met tellement de temps en fait à être mis en place et ensuite à en voir les résultats, les effets, ouais. que il y avait peut-être de ma part une mini frustration par rapport à ça. Je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dans l'action globalement, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui. Et j'ai besoin aussi d'être peut-être plus dans le concret et de voir des résultats plus rapidement. Et alors que donc j'étais dans cette équipe-là, vraiment par le plus grand des hasards. Donc Lazare, désolé pour ce jeu de mots, Lazare est connu aussi et avant tout pour ce qu'on appelle la fusion-acquisition. Donc la fusion-acquisition, c'est conseiller des entreprises qui veulent acheter d'autres entreprises ou qui veulent se vendre auprès d'autres entreprises ou d'investisseurs. Et alors que j'avais toujours dit à mes amis qui, eux, voulaient du coup entrer en M&A, en fusion-acquisition, mais pourquoi vous faites ça? C'est vraiment un métier pour les cons avec des cons. Tu vas travailler énormément d'heures. Ok, tu vas bien gagner ta vie, mais franchement, ça ne vaut pas le coup. Tu perds tout ton côté sociable, ta vie sociale. Franchement, aucun intérêt. Je ne comprends pas. Pourtant, à l'époque, il y a donc 10 ans, c'était quand même un passage assez naturel. En fait, quand on sortait d'école de commerce, il y avait en gros 2 voies entre guillemets royales. C'était la fusion-acquisition ou alors ce qu'on appelle le consulting stratégique, consultant stratégique, donc les BCG, McKinsey, etc. Et donc, je disais ça à mes amis que je voulais pas du tout faire comme eux. Et par le plus grand des hasards, un jour, une équipe vient me voir. Donc, quand j'étais dans cette équipe de conseil souverain, et on me dit, Dimitri, on a besoin absolument d'un traducteur grec parce qu'il y a un dossier de fusion-acquisition qui se passe en Grèce sur la vente de ferries grecques. S'il te plaît, aide-nous, plus pour le côté d'ailleurs de traduction qu'autre chose. Et c'est là où en fait où je suis entré dans ce sujet-là, vraiment de façon ultra innocente et naïve. J'ai juste adoré. J'ai été passionné par les sujets, et finalement tous ces sujets de finance, de micro-entreprises, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, l'EBITDA, le résultat net, etc. Donc toute la comptabilité en fait, qui étaient des sujets que j'avais appris à l'ESSEC, à l'époque ne m'avait pas intéressé, et là tout d'un coup, je les redécouvre avec un nouvel enjeu, et donc j'ai adoré. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là, finalement? L'incidence que racontent ces données-là? Parce que les données prises pour des données, c'est une chose, mais quand tu comprends et quand tu rentres dans l'histoire d'une société, parce que c'est ça qu'on est obligé de faire quand on fait une fusion-acquisition, on est obligé d'aller forcément plus loin que des bilans et que des résultats. On a besoin de comprendre, on a besoin d'aller dans l'ADN des sociétés. Est-ce que c'est ça qui fait qu'à un moment, tu te dis, waouh, en fait, ces chiffres, ils racontent un truc? C'est quoi qui te parle particulièrement? En fait, ce qui m'a le plus choqué positivement et que j'ai adoré, qui m'a le plus touché au fond de moi, c'est de rencontrer des chefs d'entreprise, des équipes dirigeantes. Donc, il y avait aussi des CFO, des CEO, etc. Oui, parce qu'en fait, en fait, justement, c'est bien, enfin, tu parles justement de tout le côté stratégique, effectivement, que le bilan n'est pas une fin en soi, on va dire, ou ne suffit pas. En fait, quand on vend une entreprise, quand on essaie de la vendre auprès d'investisseurs, il faut évidemment, la saisir de façon ultra globale et comprendre tous les enjeux stratégiques, aussi bien à court terme qu'à long terme. Et pour ce faire, il y a pas mille façons, il faut parler le plus possible avec l'équipe dirigeante. Et donc, je me retrouve face à face, alors que j'étais vraiment un tout bébé, parce que j'avais à l'époque 25 ans, j'étais analyste. Je me retrouve en face directement de PDG et de directeurs financiers qui me parlent de leur entreprise avec des étoiles dans les yeux. Mais ouais, et c'est un bébé.
C'est leur bébé. Et pareil, encore une fois, c'est pour ça que ça rejoint un peu ce que je disais initialement sur j'ai une entreprise effectivement de Tarama et de Tzatziki, mais en fait ça aurait pu être n'importe quoi. C'est qu'en fait je rencontre en face de moi des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui sont passionnés par des produits qui au prime abord ne sont pas si sexy que ça. Ouais. J'ai rencontré des PDG qui vendaient de la dorade royale et qui étaient les leaders de la dorade royale au monde. Ils sont en Grèce, par exemple. J'ai rencontré en France des producteurs de caoutchouc pour automobiles. Pareil, pas ultra sexy Ouais. de prime abord. Et finalement, quand on parle avec eux et quand on voit les yeux qui s'illuminent quand ils parlent de leurs produits, ben en fait, on a envie de se dire, enfin moi, en tout cas, j'ai envie de me dire, en fait, je veux exactement avoir ce même sentiment quand je parle de ma boîte et de mon entreprise Ouais. et de mes produits. Je veux en fait être passionné et adorer ce que je fais. Voilà, c'est ça Ouais. en fait qui. Tu découvres ce mood en fait qui est dingue pour l'entrepreneur, c'est que tu deviens complètement fou d'un truc qui sur le papier peut laisser complètement indifférent, mais parce que tu te l'es approprié, c'est ton jour, c'est ta Complètement. nuit et Complètement. C'est ça en fait et en fait pour moi c'est ça aussi entre guillemets j'aime pas utiliser le mot sens de la vie parce qu'encore une fois je trouve qu'il y a pas de sous-métier et je trouve que Oui. chaque métier a son propre chacun le met où il veut sens. surtout. Chacun met le sens où il veut. 100%. Ouais, je trouvais que c'était important en tout cas pour moi entre guillemets le sens qui est important pour moi c'est de me dire je vends quelque chose dont je suis fier et je suis passionné. Voilà. Bon et ben finalement au début, je disais, au début de l'interview, là, je te disais que ça aurait pu être n'importe quoi. Bah, en fait, non, ça n'aurait pas pu être n'importe quoi parce que j'étais dans mes tripes, passionné et amoureux, de la cuisine grecque et, de la cuisine en général. Donc là, tu vas découvrir par ce terrain de la fusion-acquisition, finalement, le métier d'entrepreneur, les porteurs de projets, ceux qui ont dédié finalement leur existence à une entreprise, à un produit. Ça va durer combien de temps, justement, ce contact avec les gens? Ça a duré 6 ans, donc je suis resté 6 ouais, ans, 6 ans chez Lazare, où j'ai gravi les échelons et donc j'ai beaucoup progressé, beaucoup appris et je me suis énormément amusé parce que en fait j'aime bien l'adrénaline, j'aime bien la concurrence au bon sens du terme, c'est-à-dire celui qui fait qu'on progresse et qu'on s'améliore et qu'on se dépasse aussi personnellement. Et donc tout ça fait que j'en garde que des bons souvenirs en fait de ces années-là, même si effectivement je travaillais beaucoup et même à la fin je travaillais encore énormément sans compter les heures, mais bon ça fait partie du métier et il y a une telle énergie osmose avec tous ses collègues parce qu'on est tous entre guillemets dans le même bateau à travailler que on en garde que des bons souvenirs. Il faut le préciser pour les gens qui ne se représentent pas ou le font de manière très abstraite parce que quand on parle de la restauration, tu vois, le rythme, l'implication, quand on parle des métiers de la restauration, il est assez évident pour les gens. On se le représente. Il y a des services, on démarre le matin, on fait des breaks, il y a le soir. Quand tu parles, toi, du rythme que tu as connu, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de cet environnement-là, c'était quoi quand tu disais « je ne compte pas mes heures », ça représentait quoi? C'était quoi votre quotidien? J'ai l'impression qu'avec la nouvelle génération, ça s'est un peu adouci finalement et que on redevient, j'ai pas envie de dire plus normaux, mais en tout cas moins extrêmes. Toi, c'était pas le cas. À mon époque, quand j'ai commencé, c'était du 9h, 1h, 2h. Voilà, tous les jours. Enfin, en tout cas, au moins 5 jours sur 7. Et après, ça dépassait parfois le week-end, voire de plus en plus. Mais en fait, c'est marrant parce que le premier jour où je suis arrivé chez Lazare, il y avait en gros un séisme. Ils avaient pour la première fois dit explicitement « Attention, maintenant, vous ne pourrez plus travailler le week-end. Ou alors, si vous travaillez le week-end, ça sera vraiment de façon exceptionnelle et il faudra être sur liste, etc. » Ouais. C'était ça un peu bougeait un un petit peu. séisme. Ouais. Et je me rappelle très bien à l'époque, les seniors, on va dire, de l'entreprise disaient « Ah là, mais franchement, ils savent plus travailler. Cette nouvelle génération ne sait plus travailler, etc. » Aujourd'hui, parce que j'ai encore beaucoup d'amis qui travaillent en fusion-acquisition, je comprends que la nouvelle génération, elle, maintenant, les nouvelles revendications, ça va être « Ah, mais en fait, on ne peut plus terminer à 2h du matin, mais ça va être beaucoup plus tôt, par exemple. Ouais. » Ou alors « Ah non, mais maintenant, le week-end, c'est vraiment, vraiment sacré, donc je pense pas pouvoir t'aider là-dessus, même si c'est urgent, même si ça presse. » Ouais, c'est culturel, hein. Et on verra ce que disent les années, hein, mais jusqu'à preuve du contraire, l'expérience montre que ça marche, en fait, que culturellement, quand on pivote, finalement, on trouve les choses et les systèmes s'adaptent, et puis, mais bon. Comment tu quittes ce tunnel d'adrénaline, justement, parce qu'on l'imagine, ce quotidien, c'est l'adrénaline, H24, quoi, à répétition. Comment on sort de ça? Pourquoi on sort de ça? Moi, à titre vraiment
personnel, je suis sorti de ça parce que mes parents étaient tombés malades en fait, les deux, et en fait je trouvais ça évidemment pas normal de ne pas m'occuper d'eux, ou en tout cas de passer pas assez de temps avec eux. Et donc justement, quand on a des horaires de dingue tous les jours et qu'on n'est pas capable d'appeler pendant une demi-heure ses parents ou sa mère qui est malade, pour moi il y avait vraiment c'était un trigger, ou en tout cas c'était un vrai mur. Et donc c'est là où j'ai pris la décision de me mettre un peu en retrait par rapport à cette vie-là. Et j'ai eu la chance d'ailleurs d'avoir une oreille très à l'écoute et très attentive chez Lazare, parce qu'ils m'ont donné un peu un congé sabbatique pendant ça pour pouvoir m'occuper plus de mes parents et d'être plus proche d'eux à ce moment-là. Et donc bon, ça a été effectivement du coup assez soudain. On est passé d'adrénaline effectivement à un rythme de vie bien différent. Après, forcément, quand on est dans la maladie, c'est pas très drôle non plus. Donc ça reste différent, et j'ai pas forcément eu le temps, on va dire, de réfléchir à tout ça. Ouais. Bon, on est bien aussi à ne pas travailler forcément de 9h à 2h tous les jours. C'est perturbant, c'est vertigineux quand on change de rythme comme ça. Oui, bien sûr. Quand on est, en fait, quand le téléphone sonne beaucoup moins, qu'on reçoit beaucoup d'emails, c'est sûr. Au départ, ça peut pas être très très différent. Ouais. Non, en fait, d'ailleurs, ce qui est drôle aussi, c'est que à l'époque, quand on travaille de 9h à 2h du matin, en fait, on oublie complètement qu'il y a une vie en dehors du bureau. On oublie en fait que les gens dans la rue marchent, vont faire leurs courses à 19h, qu'ils peuvent prendre même des cafés ou des bières après le travail. Et en fait, on oublie tout ça. Ça, c'est vraiment très drôle. Et donc, on est coupé, ouais. On est coupé, et on se rend pas compte effectivement que évidemment les gens vivent en fait, tout simplement. Cette parenthèse, elle va pas durer éternellement, puisqu'on connaît un peu la fin de l'histoire, étant donné que t'es aujourd'hui un entrepreneur et bien occupé. Comment tu vas te remettre dans le bain? Est-ce que tu vas raccrocher un petit peu avec Lazare ou pas du tout? Tout de suite, en fait, moi je suis quelqu'un de assez hyperactif quand même. J'ai toujours besoin d'être en activité, de faire des choses, et surtout c'est ce besoin d'apprendre constamment, de ne jamais m'ennuyer. Donc en fait, assez rapidement, en parallèle de ma présence auprès de mes parents, en fait, je me dis quand même, est-ce que c'est pas le moment, justement, de créer ma boîte, de réfléchir, de faire exactement ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire être dans l'action et avoir mon entreprise. Et aussi, d'un point de vue plus, on va dire, philosophique, psychologique, le fait de voir en fait que ses parents peuvent tomber malades vers 66 ans, montre que la vie peut vite passer, en fait, et que on peut toujours se dire non mais ça va, j'aurai le temps, je le ferai, c'est bon, l'année prochaine je me lance, ou dans 2 ans, ou etc. En fait, plus on repousse, plus parfois on est bloqué par des systèmes qui font qu'on se met jamais en marche, et on se lance jamais. Donc voilà, peut-être que c'était aussi ce petit déclencheur, prise de conscience, qui m'a dit en fait fais-le maintenant, parce que t'as 30 ans, donc j'avais 30 ans à l'époque, t'as 30 ans, tu n'as pas encore de famille, t'as énormément d'énergie, let's go. Et donc, on commence par quoi? Et quelle idée vient en premier? Est-ce qu'elle est très nette tout de suite? Comment elle se dessine? Quand tu te dis, ok, il faut que je me relève les manches et que je m'implique dans quelque chose de plus personnel. Ce qui était sûr au fond de moi, c'était qu'il fallait que je sois seul pour monter cette entreprise, parce que je pense que j'ai pas mal d'idées déjà assez précises de ce que je veux globalement, et j'avais aussi, c'est une force évidemment d'être plusieurs en haut d'une société. C'est une force d'avoir des co-fondateurs et des co-dirigeants. Parfois, c'est une faiblesse, et j'avais vu en fait auprès d'amis que au début ça peut être très idyllique et tout se passe bien, mais en fait parfois ça peut un peu se dégrader et les intérêts peuvent parfois être désalignés, ce qui fait que l'entreprise soit périclitée, soit il va y avoir à l'épreuve de la réalité, effectivement, souvent le fantasme se dissipe et chacun regarde un peu la chose différemment une fois qu'elle existe. Complètement. Il peut y avoir aussi des inégalités parfois. L'un se donne beaucoup plus que l'autre. Donc en fait, voilà. Pour moi, c'est important d'être seul à gérer ça. Et ce dont aussi j'étais sûr, il fallait que je sois passionné par mon produit, passionné par mon métier. Donc tu te dis quoi? Je vais vendre quelque chose. Ça commence par quoi la réflexion? En fait, je cuisinais énormément déjà, et en fait, je savais aussi que ce que je cuisinais, j'y prenais du plaisir à le faire. Mes amis qui goûtaient, ma famille qui goûtait, à chaque fois, ils appréciaient ce que je faisais. Donc, en fait, pourquoi pas faire ça, quoi. En fait, encore une fois, oui, au début, en fait, c'est vrai que là où j'ai un peu hésité, c'est de me dire,
tu vas passer d'un fichier Excel et de Outlook à en fait faire du Tarama. Donc effectivement le gap, le fossé est énorme en fait entre les deux. Mais voilà, aussi parce que bon, je savais que je voulais faire ça, que j'aimais ça. Bon, il faut y aller encore une fois. Et aussi il y a ce côté-là où plus on réfléchit, en fait on peut réfléchir des heures et des jours à se dire ok, mais quel produit je lance. À un moment faut y aller aussi. Ouais. Quelque part je voulais juste mettre le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat et me dire bon bah voilà, écoute, tu aimes ça, tu penses être bon là-dedans, ben fais-le puis on verra. Et puis en fait, ça se trouve, ça va te mener à d'autres activités par la suite. Ouais. Voilà, de toute façon, au début, on sait pas vraiment où ça va aller. On espère que ça va aller, mais on sait pas forcément où ça va aller. Ouais, on sait pas comment les choses vont se dessiner. Et donc au début, quand tu le résumes à ton entourage et que tu dis, eh ben vous savez quoi, je vais faire, tu dis quoi? Tu dis pas je vais faire du Tarama parce que c'est peut-être un peu plus large que ça. Tu la décrivais comment, l'idée que tu te faisais de l'activité à venir? Traiteur grec. Donc je vais ouvrir un traiteur grec. Je crois que ma mère a pleuré ce jour-là parce qu'elle s'est dit mais pourquoi? Tout ça pour ça? Non mais parce que c'est vrai qu'il peut y avoir ce truc parce que quand tu dis traiteur grec et tout, déjà il y a un aspect culturel, il y a un truc. Tu dis bon. Ouais, ça peut être vu soit péjorativement, soit ça peut paraître comme un manque d'ambition aussi et parce que effectivement c'est quand on dit traiteur grec, on peut dire voilà le petit traiteur grec, donc il y a le côté un petit peu petit ou diminutif et effectivement et en fait avoir fait toutes ces études, tous ces efforts pour avoir réussi à être en haut quelque part de beaucoup de choses et se dire ok donc en fait tu lâches toutes ces affaires là pour faire du Tarama, mais pourquoi en fait? Et toi, tu t'accroches à ton envie de faire, en fait. Je m'accroche parce que j'étais quand même convaincu. De toute façon, si on n'est pas un sujet dans l'entrepreneuriat et surtout initial, quand on lance une boîte, si t'es pas convaincu toi-même de ce que tu fais, ça sert à rien, en fait. D'autant plus que tu vas avoir énormément, quand tu as une idée, tu vas souvent la confronter à beaucoup de personnes. Donc, tu vas avoir tes amis, tu vas avoir des gens plus ou moins proches, tu vas leur dire, en fait, moi, je lance ça. Et il y en a beaucoup qui vont te dire, mais pourquoi? Moi, on m'a dit, mais traiteur grec, mais il y en a tellement à Paris déjà, mais pourquoi tu fais ça? Donc voilà, donc forcément, on va avoir des gens qui vont être à fond derrière parce qu'ils vont trouver ça drôle, sympa, et ils vont se dire, ah ouais, super. Mais sûrement, d'ailleurs, qu'ils n'y croient pas forcément. Et en même temps, il va y avoir des gens qui vont me dire, qui attisent le doute. Voilà, qui attisent le doute. Mais si, encore une fois, voilà, si on n'est pas convaincu au fond de soi de ça. Toi, tu carbures à quoi? On comprend que, à ce moment-là, ce qui te fait carburer, c'est de te dire, ok, je vais avoir quelque chose de concret aussi. Je vais pouvoir basculer dans quelque chose qui, à la différence du reste, va me permettre de voir, en fait, d'avoir de la prise sur ce que je produis. Et c'est quoi les autres leviers à ce moment-là qui te font justement te dire, ça, pour moi, ça va être bien et ça va me parler? Parce que là, on passe de je dirige, je conseille, je donne des lignes à des gouvernements ou à des grandes sociétés ou à l'échelle d'un magasin. Donc, on passe à une micro-échelle. Exactement. Justement, en fait, je trouve que j'étais frustré aussi de parler de chiffre d'affaires, de marge, d'EBITDA, donc d'excédent brut d'exploitation, de résultats nets, etc., de capex, donc plein de thématiques très financières et très comptables, à me dire ok mais pourquoi? Enfin en fait comment on arrive à ces chiffres-là? Et donc je voulais en fait moi-même on va dire dessiner ou créer ces chiffres-là. Donc ça m'animait beaucoup. Et donc encore une fois, effectivement, être beaucoup plus dans le concret et me dire, en fait, comment on fait pour améliorer sa marge ou pour augmenter ses chiffres, etc. Ça m'intéressait. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que je pense que quand on travaille chez Lazare ou dans ce genre d'activité, on développe évidemment une grande rigueur, beaucoup d'organisation aussi. Et je pense que j'aime bien le côté un peu chef d'orchestre où voilà, j'ai beaucoup d'interlocuteurs différents. J'essaie de trouver toujours une solution et bien organisée pour que tout se passe bien. En fait, c'est ça aussi et évidemment l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, s'entourer des bonnes personnes parce que si on compte sur soi-même pour tout faire, pareil, on va vite s'essouffler et vite on va perdre de l'énergie. Et moi, je le vois vraiment comme un marathon, donc il faut aussi que j'économise le plus possible mon énergie. Donc, s'entourer des meilleures personnes. J'ai pris un chef qui est excellent. J'avais aussi un ami qui était un chef étoilé en Grèce, qui m'a aidé aussi à peaufiner ma carte. J'avais un bon cabinet d'avocats et un bon cabinet de comptable aussi. Donc voilà, dès le début, comme ça, tu t'entoures. Dès le début, t'as cette notion de se dire, il faut que je structure, il faut que je... De toute façon, j'avais pas le choix parce que
quelque part, je n'y connaissais T'es pas rien. chef, ouais. Je n'y connaissais rien. Ouais. C'est ça aussi que j'ai adoré dans tout ce cheminement. Et j'adore prendre cette image-là, mais pour moi, au départ, je vois mon entreprise comme un ciel complètement noir, avec plein de nuages. Et en fait, mais je le prends par quel bout, en fait? Comment je dois créer une entreprise? Ok, mais quel statut juridique? Et puis ensuite, d'accord, mais comment on trouve un local? Et est-ce qu'il faut que je dépose ma marque? Et comment je trouve mon chef? C'est pas mal l'analogie des nuages, t'as raison, c'est ça un peu l'entrepreneuriat, c'est qu'au début on ne sait pas, de fait on ne sait pas, donc on dissipe petit à petit les zones nuageuses, on crée des zones de, voilà, on cherche de la clarté en fait, petit à petit, comme un puzzle qu'on ferait à l'envers en fait. Enfin... Complètement. Et il y a pas plus beau, il y a pas plus gratifiant que de voir que le ciel, peu à peu s'éclaircit et devient à la limite et idéalement complètement bleu à la fin, en fait. Parce que du coup, maintenant, aujourd'hui, je peux dire que je maîtrise évidemment tout ce qui a trait aux producteurs, donc aux fournisseurs en fait. Maintenant, j'ai mes fournisseurs, je sais ce qu'ils vendent, etc. J'ai tous mes interlocuteurs en fait au jour le jour. Et puis tu sais de quoi tu parles. C'est aussi une forme qui est intéressante parce que l'apprentissage c'est quelque chose qui disparaît un petit peu quand on avance en âge, on n'apprend plus beaucoup. Là, on se retrousse les manches, on doit faire et on doit faire en même temps qu'on apprend. Donc c'est un truc qui est extrêmement gratifiant de dire ça en fait je sais le statut juridique, on me ferait pas avoir deux fois ou le truc comme ça maintenant je suis au courant. Ça c'est plutôt cool. C'est assez agréable. Et on commet des erreurs. Et c'est ok. Et on les refera plus. Ça a été quoi les grandes étapes justement de ces débuts? Donc ok, l'idée elle est assez nette dès le début. Quels vont être les grands marqueurs justement du démarrage de l'aventure? L'idée est assez nette sur ce que j'allais produire. Je savais que je voulais être grec et je savais que je voulais être un traiteur grec et donc de la cuisine grecque. Et souvent parfois dans la cuisine grecque, on a tendance à s'éparpiller et à faire beaucoup plus méditerranéen, à trop s'ouvrir. Et moi je voulais vraiment rester sur une ligne directrice très claire qui était on reste sur la cuisine grecque, on essaye le moins possible pas de Turquie, pas de trucs, pas de liens. Ouais, ok. Alors évidemment, en même temps, je suis quelqu'un de très créatif et qui adore créer. C'est pour ça que je crée mon entreprise. C'est pour ça que je crée les recettes aussi. C'est pour ça maintenant que je crée de la musique. Globalement, j'adore créer et c'est important pour moi d'avoir quand même évidemment un aspect créatif dans les recettes. Donc oui, on va essayer de faire un tarama qui soit le plus authentique possible, une moussaka qui soit la plus authentique possible, en tout cas celle que ma grand-mère m'a apprise. Mais par contre, voilà, on s'autorise parfois aussi à être parfois plus créatif, ou en tout cas rajouter quelques twists comme on dit, quelques nuances qui font qu'on rajoute aussi notre patte aux recettes. Quels vont être du coup les grands moments au début? Parce que ok, t'as cette idée, tu vois ce que tu vas faire. Pour le coup, c'est pas très différenciant sur le papier. J'imagine que quand tu vends l'histoire, tu te dis oui, tu vas vendre de la moussaka. Je caricature du tarama, du tzatziki, bon. Ce qui était pour moi en fait le plus grand moteur, c'est que je voyais mes concurrents. En fait, pourquoi j'ai fait tout ça aussi, c'est parce qu'en fait, d'ailleurs c'était structurant, mais quand j'ai eu 15 ans, c'était un job d'été. J'étais serveur dans un traiteur grec à Paris, qui sont très sympathiques et qui existent encore. J'ai découvert en fait que malheureusement la majorité de ce qu'ils font, ils ne le font pas eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent auprès d'un fournisseur pour la globalité de ce qu'ils vendent. Et donc, il y a, entre guillemets, dans ce secteur-là, du traiteur, une forme de triche, une forme de non-transparence qui fait que on ne sait pas vraiment si c'est fait maison ou pas. Ouais. Et il y avait eu, je trouve, ce grand changement dans la cuisine asiatique, par exemple, qui a été initié, par exemple, par Bao Family, donc Grand Bao, Petit Bao, etc., qui se sont dit, mais en fait, voilà, les traiteurs asiatiques, à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on allait dans un traiteur asiatique, il y avait quasiment tout le temps la même carte, toujours les mêmes plats. Mais c'est encore le cas. Là, tu vois, tu parles d'exemples, c'est qu'ils sont vraiment un épiphénomène, Bao Family. À l'échelle de la France, 95% des traiteurs asiatiques vendent du porc au caramel, du malin, Et c'est toujours la même recette, et c'est toujours le même goût. Ouais. Donc, au moins, on n'est pas déçu parce que c'est toujours la même chose. Voilà. Mais parce qu'en fait, voilà, c'est toujours le même grossiste. Ouais. Et donc, il y avait exactement la même chose chez les traiteurs grecs à Paris. Et oui, c'est plus facile de faire comme ça. C'est sûr que c'est plus facile d'acheter à un seul même fournisseur, mais en fait, si c'est pour déballer des feuilles de vigne et les poser dans ça vaut pas le coup. Et donc moi, je préfère travailler plus, mais vraiment être sûr de ce que je vends et en fait être encore une fois fier et passionné par ce que je vends. Ça donne du sens à l'idée de restauration quand même pour le coup. Complètement. Et donc d'ailleurs, c'est pour ça que je m'appelle traiteur grec, mais aussi maintenant, je préfère dire que je suis une cuisine grecque quelque part parce que en fait, on cuisine. Ça cuisine. Et donc, ce qui était très important pour moi et qui était tout à fait nouveau, personne ne faisait ça à Paris ou même en France à ma connaissance,
aucun traiteur grec avait une cuisine en fait qui soit visible pour les clients. Et donc nous, quand les clients entrent au 46 rue Legendre dans le 17e, ils voient en fait derrière une verrière toute l'équipe, toute la brigade qui cuisine. C'est fou quand tu décris ce concept-là, tu te dis évidemment. Ce qui est souvent un bon critère pour juger une idée. Quand elle n'a pas été encore faite et elle advient et qu'on se dit évidemment, c'est plutôt pas mal. Exactement. Ça paraît une évidence, mais c'est plus de travail en fait. C'est plus de travail forcément. Si j'ai encore une fois, d'ailleurs, si aujourd'hui j'ai 25 employés, c'est pas un hasard, c'est parce que il faut produire. Donc en fait, il faut du monde en cuisine. Ouais. J'ai 11 personnes en cuisine qui travaillent tous les jours. En plus, on est ouvert tous les jours du lundi au dimanche. Donc forcément, ça demande du temps, ça demande d'avoir beaucoup d'employés. Donc d'un point de vue logistique, d'un point de vue managérial, forcément, c'est plus de travail. Il a fallu trouver un local, il a fallu forcément trouver de l'argent, il a fallu se staffer. Quels ont été les moments, les difficultés que tu as rencontrées justement pour passer de cette idée, qui était assez nette, à un début de réalité? Déjà, c'est assez contre-intuitif, je trouve, mais personne ne voulait me prêter de l'argent. Ou en tout cas, aucune banque. Quand je dis personne, c'était plus les banques. De toute façon, je voulais pas avoir des investisseurs autres. Je voulais vraiment avoir ce qu'on appelle que du financement bancaire pour profiter de l'effet de levier. Et en fait, aucune banque ne voulait me prêter de l'argent. Pourquoi On était juste après le Covid. Et alors que je me disais, j'étais un peu, on va dire, fier de moi, on va dire. Je sais pas si j'étais arrogant et prétentieux, mais en tout cas, j'étais là avec mon CV, ESSEC, Lazare. Bon, je sais faire. Ça va le faire, je pense. Et en fait, la majorité des banques, après le Covid, me disaient, en fait, désolé, mais on aurait préféré largement que vous ayez été serveur, que vous ayez eu énormément d'expérience dans la restauration, plutôt que vous ayez conseillé des entreprises. Et donc, en fait, le fait que je n'étais pas du secteur avant était un frein énorme. Et donc, je suis allé frapper à énormément de portes de banques différentes. Et franchement, toutes me disaient non, non, non. Il y en a qu'une seule qui a eu, on va dire, la bienveillance ou la tolérance envers moi, et donc qui m'a fait confiance et qui m'a fait le prêt. D'accord. Mais qu'une seule sur peut-être les 8 que j'ai contactés. Est-ce que c'était un enjeu, sans forcément, et tu le dis ou pas en transparence, en termes de part et de pourcentage que ça représente? Est-ce que c'était un enjeu risqué? Est-ce que t'avais un apport qui était plutôt safe? Ça te mettait dans quelle position? Parce que quand on fait rentrer de l'argent et qu'on dépend d'un investisseur, ça rajoute plus ou moins de pression. De toute façon, quand on entreprend, on prend des risques, forcément. Et donc, oui, il y avait beaucoup d'enjeux parce que les montants empruntés étaient élevés. Je vais nuancer. Je vais nuancer parce que les montants empruntés sont élevés, mais j'ai envie de dire, la restauration, il y a un côté un petit peu immobilier aussi, qui fait que le risque est plutôt amoindri ou minime par rapport à d'autres secteurs. T'as toujours une espèce de local qui fait que de toute façon, exactement, tu revendras ton fonds de commerce, ton patrimoine. Exactement. La seule chose, c'est que, encore une fois, on était juste après le Covid, et après le Covid, il y avait une sorte de voile, en fait, gigantesque sur qu'est-ce qui va se passer. Combien vont valoir les fonds de commerce dans le futur? Est-ce que d'ailleurs, même le terme de fonds de commerce va rester? Est-ce que le concept va rester? Et donc, en fait, à l'époque, souvent, quand on achetait un fonds de commerce, on disait que c'était à peu près 100% d'un chiffre d'affaires annuel. Et quand on était juste après le Covid, ça se vendait peut-être à 50%, 60%. Donc peut-être qu'en fait, la valeur avait complètement changé et on se demandait si ce changement de valorisation allait devenir une norme pérenne, exactement, ou pas. En fait, donc là-dessus, il y avait quand même une imprévisibilité assez élevée. Donc tu as fini par convaincre un investisseur, une banque en l'occurrence, qui t'a suivi. Après, il a fallu, j'imagine, staffer, rendre concret un peu plus les choses. On se parle d'aménagement, on se parle de recherche de local, on se parle de recherche d'équipe. Est-ce que tout ça a été fluide ou comment ça s'est passé? Tout ça prend du temps, ça prend 1 an en fait. Mais t'es seul là quand même, c'est un truc hein. Non mais concrètement, ça se traduit par quoi? T'es au café, t'es sur ton ordi, t'es chez toi, parce que c'est un drôle de moment ça quand même. Je suis seul. Alors évidemment, j'étais aussi, on va dire, psychologiquement accompagné parce que j'avais ma famille autour de moi qui était avec moi. J'avais la chance aussi d'avoir ma sœur qui est architecte, qui est une architecte brillante et qui d'ailleurs m'a aidé pour mes 2 locaux. Donc elle aussi, elle se sentait aussi très impliquée pour mon projet et je voyais que ça lui tenait à cœur aussi. Donc ça, c'était vraiment très appréciable et très agréable à avoir au jour le jour. Mais donc non, j'étais quand même bien, on va dire, entouré globalement
psychologiquement. Mais oui, non, je suis seul à me dire, ok, mais en fait, est-ce que c'est la bonne décision pour tous les sujets? Est-ce que c'est la bonne décision? Oui. Et puis, faut attendre. Et surtout, là où ça devenait un peu impatient, c'est qu'en fait, je ne trouvais pas de local. Pareil, parce qu'on était après le Covid. Et après le Covid, comme il y avait les aides de l'État, les subventions de l'État, les entreprises qui devaient, entre guillemets, mourir parce que elles n'étaient pas profitables, parce qu'en fait, elles n'étaient pas assez bonnes, en fait, elles restaient artificiellement en vie parce qu'elles étaient sous étaient, assistance subventionnées. Et donc, en fait, il y avait pareil une sorte d'inertie blocage qui fait que toutes ces entreprises-là, tous ces restaurants qui restaient en vie artificiellement, allaient malheureusement fermer quelques mois après, mais il fallait attendre. Et donc je me suis dit, mais je vais attendre combien de temps en fait pour ça? Bon, et puis finalement, j'ai eu la chance de tomber sur pareil. Je me suis bien entouré, j'ai trouvé un agent immobilier qui m'a fait énormément confiance, parce que pareil, lui aussi il s'est dit, mais ce mec-là, il a aucune expérience. Si ça se trouve, il va jamais se lancer à fond, il va jamais le faire. Donc voilà, il y a beaucoup d'agents immobiliers aussi qui me prenaient pas au sérieux en fait. Donc c'est ça aussi qui était dur initialement, c'est qu'en fait, je pense, encore une fois, malgré mon CV, peu de gens me prenaient au sérieux. C'est quoi? Parce que moi, je pense à ceux qui nous écoutent et à celles qui nous écoutent. On se projette, on t'imagine dans ce moment-là. Quand on est seul, où est-ce qu'on trouve, la rigueur, la discipline, la motivation? C'est quotidiennement se remettre dans un enjeu, se remettre dans une bataille, parce que là, ce qui se dessine en creux, c'est qu'à ce moment-là, chaque jour on peut abandonner. Chaque jour on peut se dire, tu sais quoi? Bon, où je verrai demain. Et c'est le début de j'abandonne ça, en fait. Mais comment tu faisais, toi, chaque jour pour te mettre dans ça? Il y a plusieurs techniques, on va dire. Mais déjà, ça c'est connu, mais je pense l'ancrage social ou psychologique, quand on communique à tout le monde et qu'on dit, je veux ouvrir quelque chose, après, on est obligé de le faire. Hein. Surtout si on a, entre guillemets, un peu d'amour propre, un peu de fierté, on peut pas dire à tout le monde, si, je vais l'ouvrir, et puis finalement, je peux l'ouvrir. Donc, il y a ça déjà. Ensuite, il faut bien trouver un salaire, en fait. Parce que c'est bien beau d'avoir gagné sa vie chez Lazare, mais après, il faut aussi il faut créer son propre salaire. Donc, il fallait bien aussi, j'étais bien pressé quelque part par le temps, par créer ma boîte pour avoir mon propre salaire. Et on prend goût aussi, en fait, à cette liberté de ne pas aller au travail tous les jours et en fait de gérer soi-même son emploi du temps et se dire, aujourd'hui je vais travailler, demain je travaillerai seulement entre guillemets 3 heures et puis je rattraperai un autre jour, etc. Enfin, voilà, il y a cette liberté. C'est pas facile à gérer ça aussi, de basculer justement dans ça. Non, mais en fait, c'est vrai que il faut avoir globalement une discipline de faire, je pense, quand on est entrepreneur, parce qu'on peut vite tomber dans l'oisiveté ou dans la flemme, la procrastination. Je suis quelqu'un, je pense, de très 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 discipliné. Je fais du sport tous les jours. Il y a pas un jour où je fais pas de sport, par exemple. J'ai besoin en fait d'avoir quelque part ce côté routine qui m'anime et qui me dit ok, là tu le fais en fait. C'est des dynamiques, C'est des dynamiques. Je lisais un livre récemment qui m'intéressait sur pareil, cet ancrage psychologique. Quand on fait quelque chose, il faut pas s'arrêter de le faire. Et quand on laisse 1, 2, 3 jours à ne pas faire la chose, après c'est très difficile de se remettre en selle. Au sport, pareil. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est comme le sport. Exactement. Ouais. Quand on n'a pas fait pendant une semaine un sport, après s'y remettre, mais qu'est-ce que c'est difficile. Ouais, c'est beaucoup plus facile d'entretenir la dynamique, justement. 100%. On peut savoir ce que tu fais, c'est quoi ta routine sportive, c'est quoi qui Moi, à l'époque, je faisais beaucoup de boxe. Et maintenant, j'aime bien, je vais à la salle, donc je fais beaucoup de musculation. C'est marrant parce que du coup, maintenant, on a créé un groupe, entre guillemets, d'entrepreneurs qui allons à la même salle à 10h du matin quand tout le monde travaille, avec mon meilleur ami qui s'appelle Antoine, qui est fondateur de Shepart, et avec aussi le PDG de l'Uni, par exemple, la boîte à histoire pour enfants. Voilà, on se retrouve tous les trois juste à côté à République, chez Néonès, on fait notre musculation tous les trois ensemble. Donc la musculation ça fait partie de ma vie, et après on court aussi beaucoup, pareil, comme on habite tous à côté, on court beaucoup ensemble, voilà, toujours être en mouvement, toujours essayer de se dépasser, c'est important. Cette dynamique, elle est importante, c'est un fil rouge et ça aide à tenir, ça aide à lever les choses, et justement ça t'a aidé certainement aussi à structurer un peu ce moment où on est tout seul et où la réalité n'est pas encore là, où là en l'occurrence le local n'est pas là, l'entreprise n'existe pas. Comment vont se passer les premiers temps? Comment va se passer l'ouverture? C'est quoi les souvenirs que tu gardes justement de ces moments où tu t'es dit ça recommence à être là? Un moment, je pense, crucial, c'est le jour où la banque en fait m'a donné son accord.
quand tout d'un coup il y a des milliers d'euros qui sont dépensés et en fait, va falloir rembourser ces milliers, ces dizaines, ces centaines de milliers d'euros à la banque, en fait, on peut plus faire marche arrière. Ouais, ça y est. En fait, c'est ça, c'est l'enjeu financier de se dire, j'ai investi tout cet argent-là, maintenant, il faut que ça marche. Et donc, en fait, on n'a plus le droit à l'erreur. Mais c'est un bon levier, ça, hein. C'est marrant de le dire parce que ça paraît évident, mais en fait, investir, demander, avoir cette ambition de mettre du poids dans ses projets, c'est déterminant, en fait. Ça t'engage. Complètement. Alors, on est engagé. D'autant plus quand on est entrepreneur, il y a ce qu'on appelle la caution personnelle en fait. On est garant, on est caution personnelle en fait de ce prêt-là. Donc si jamais il y a telle ou telle difficulté qu'en fait on peut pas rembourser par l'entreprise, en fait ils viennent ensuite prendre, ça va te suivre jusqu'à ce qu'ils. Donc effectivement on est un peu lié par ça. Non mais ça paraît banal, mais parfois quand on entreprend, on se dit, et notamment dans la restauration, je vais commencer par essayer de faire ci. Tu sais, les gens qui ont des projets, ils ont commencé en se disant bon, je vais être serveur un peu pendant observer ça, puis peut-être qu'après je pourrais peut-être prendre des pas, y aller petit à petit. Finalement, souvent, croire tout de suite, avoir cette ambition, cette prétention, parfois on peut prendre ça pour une prétention, c'est un bon moteur finalement. Je pense que j'avais trouvé le juste milieu. J'étais très sûr de moi, mais en même temps, j'ai pas ouvert le restaurant qui allait faire 5 millions de chiffre d'affaires par an et qui allait avoir 150 couverts. Donc je restais quand même une entreprise à taille humaine. J'ai pas pris la rue numéro 1 avec l'emplacement numéro 1 tout de suite. J'ai pris la rue Legendre qui est une très belle rue et qui est un super quartier donc dans les Batignolles. Quand même, mais à l'époque, franchement, c'était pas la rue la plus sexy du quartier. Aujourd'hui, d'ailleurs, elle a beaucoup monté maintenant et elle est devenue beaucoup plus il y a une émulation complètement. Mais à l'époque, c'était pas forcément un pari, c'était pas vraiment le pari le moins risqué. Il ressemble à quoi du coup cet endroit au début? Combien de couverts ambition? Combien de personnes en cuisine? C'est quoi le... Au début, on voit petit, on voit petit, on essaye, pareil, en plus, je me versais pas de salaire au départ, donc je devais travailler vraiment tous les jours, tout seul, en vente. On avait des clients, mais on n'avait pas, évidemment, il y avait pas la queue. Il y avait pas la queue initialement. Enfin, il faut se faire connaître. En plus, moi, je suis très mauvais en communication, marketing. Mon Instagram ne ressemble à rien. Je suis vraiment très mauvais là-dedans. Il faut absolument que je progresse. Mais voilà, je suis vraiment très mauvais là-dedans. Donc, je fais aucune pub. Et en fait, ce que j'aime bien aussi me dire, c'est que dans le produit que je vends, on peut pas tricher. Ou en tout cas, on peut tricher, mais seulement une fois, et pas deux. C'est-à-dire qu'en fait, ma plus grande fierté, et d'ailleurs, à chaque fois, il y a un côté de moi où j'ai envie, c'est très bizarre, mais j'ai envie, entre guillemets, de prendre dans les bras mes clients, ou en tout cas, de leur offrir beaucoup plus de choses. Je suis tellement touché quand je vois mes clients venir et revenir. Enfin, merci en fait de venir et d'être autant attaché à ce que je fais, à ce que l'on fait et d'aimer en fait ce que l'on fait. Parfois dans la restauration, il y a le côté, justement, au début je parlais du côté concept, du côté marketing. Ça ce sont des termes péjoratifs et pour moi ils ont raison d'être péjoratifs parce que c'est trop associé au côté école de commerce, trop associé au côté. On a un produit qui est ok, mais en fait grâce au marketing et à la com, on va avoir des clients. Ça marche un temps, mais évidemment. C'est ça qui est beau aussi, c'est que le client, il est pas dupe. En fait, quand il déguste, quand il goûte quelque chose et qu'il n'aime pas, il va pas revenir. Ça valide l'idée de la nécessité d'authenticité. Dans l'intention, dans le geste, dans le fait de vouloir traduire quelque chose. Si tu n'es pas authentique, sincère, en fait. Sincère, exact. Pour moi, c'est le mot. Pour moi, c'est sincère. Et en fait, quelque part aussi, quand je suis arrivé rue Legendre, il y avait déjà des commerçants aux alentours qui commençaient en fait à créer de fausses rumeurs sur moi, à me critiquer. Je pense qu'ils avaient peur forcément de la concurrence, etc. C'est un mal stupide, peut-être un peu français. Mais ça existe sûrement partout. Je le prends pas personnellement. À l'époque, je l'ai pris un peu personnellement, mais bon, je le prends pas personnellement. Mais effectivement, on m'a attaqué alors que j'avais même pas ouvert encore. On commençait déjà à colporter des rumeurs sur moi, peu importe. Et en fait, je ne m'y attachais pas et je me mettais quelque part des œillères et je me disais, fais ton truc. Et en fait, si tu es sincère et que tu essaies de donner le mieux de toi-même, pourquoi ça marcherait pas? C'était vraiment mon approche. C'est me dire, juste ne regarde pas les autres, fais ce qui te semble le plus juste, le plus bon. Fais de ton mieux. Exactement. Et de manière générale, d'ailleurs, ce côté-là, fais de ton mieux, je l'ai toujours eu dans ma vie, un peu comme devise. Et effectivement, pareil, quand j'étais en prépa et que fallait que j'entre à HEC, à l'ESSEC ou à l'ECP, etc., je me disais, ok, peut-être que tu vas pas y arriver,
mais juste fais de ton mieux et comme ça au moins tu n'auras pas de regrets. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est fais de ton mieux et au pire du pire, ça marchera pas, mais au moins tu auras essayé et tu pourras pas te dire tu t'es pas donné tous les moyens pour y arriver. Spoiler, cette devise a fonctionné. Comment ça s'est traduit? À quel moment t'as vu que justement ce que tu faisais, ton geste, ta sincérité, ton implication et ta volonté de traduire cette cuisine grecque et de la partager a fonctionné? Comment ça... En fait, assez vite, c'est ça où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai pas connu de bas. En fait, j'ai connu que des hauts et c'est que de la croissance en fait de mois en mois et d'année en année. Je pense que justement le plus bel indicateur que j'ai pu avoir, c'est tout de suite avoir des clients qui me disaient c'est très bon, merci, on adore, il manquait ça dans le quartier, etc. Et deux, en fait, les voir revenir. Je pense que c'est le meilleur indicateur. Quand on voit que nos clients sont fidèles, reviennent. Maintenant, ça fait 3 ans. Là, je souffle ma 3e bougie pour ma première boutique. Symbolique. Ils reviennent encore. Je pense qu'on a touché quelque chose. C'est qu'en fait, on essaie d'être toujours constant dans la qualité et d'être, encore une fois, le plus authentique ou sincère dans la démarche. T'avais envisagé la zone d'un point de vue concurrentiel où l'emplacement forcément a son importance, ça on l'imagine, mais est-ce que d'un point de vue de la concurrence, tu l'avais beaucoup étudié? J'étais très proche de concurrents. Notamment d'un très grand concurrent qui est Mavromatis, qui est un peu le nom de... Voilà, ils ont créé un peu un empire là-dedans, et je les salue et j'apprécie évidemment le fait qu'ils aient développé autant leur marque et qu'ils soient devenus aussi forts. Et surtout, je les trouve très bons dans la constance de la qualité de ce qu'ils font. Et ils m'inspiraient beaucoup là-dedans. C'est drôle, mais le premier jour où j'ai ouvert, un concurrent est venu, s'est présenté, il m'a dit voilà, en fait, je suis une Greg juste à côté, je voulais voir ce que tu faisais. J'ai trouvé ça très honnête d'ailleurs de sa part de se présenter. Plutôt sain finalement. Plutôt sain. J'ai eu d'autres, pour ne pas les citer, j'ai eu un autre empire grec, on va dire, à Paris qui est venu et eux, ils ont pas voulu se présenter, ils ont fait comme si c'était pas connu et ils ont voulu épier aussi ce que je faisais. Peu importe, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais quelque part, j'étais sûr de moi parce que je trouvais que mon offre était vraiment différenciante, en fait. Différenciante, d'un point de vue de la qualité de ce que je faisais. Je voulais faire une carte très resserrée, mais au moins que je maîtrisais 100% des produits que je sortais. Et deux, dans la démarche, encore une fois, du transparent. Et de faire tout nous-mêmes de A à Z. Ça, encore une fois, personne ne le faisait. C'est important pour moi d'être le premier. Finalement, il y a une traduction de ce que t'as connu toi. T'as amené la cuisine de tes parents au sens figuré comme au sens propre chez les gens. C'est comme si tu les avais accueillis en disant, voilà, je vais faire pour vous et ou ma grand-mère ou mes parents vont faire pour vous, quoi. C'est un peu ça l'histoire. Le fil, il est là. Comment on passe de cette adresse qui naît, cette adresse qui commence à marcher à je me développe, je commence à me staffer, est-ce que tu te payes tout de suite? Comment ça monte cette histoire? Non, donc je me paye pas pendant 1 an. Donc pendant 1 an, alors que tu surtravailles pendant 1 an, du coup, tu y es tout le temps. Ouais, exactement. Donc pareil, là-dedans, il faut croire en soi et se dire non, mais je vais y arriver. Et à la fin, je vais pouvoir me payer parce que initialement, on n'est pas assez rentable pour me payer. Et donc en fait, si la situation perdurait comme ça, forcément, c'est pas jouable. C'était pas possible. Et les gens se rendent peu compte de ça, mais on est nombreux en tant qu'entrepreneurs à bosser plus que tous les gens de son entreprise, beaucoup plus avec les responsabilités, le fait que tu penses la nuit, parfois à payer des gens beaucoup plus que soi, parfois à ne pas se payer du tout alors qu'on paye. C'est une situation qui est très bizarre quand même. Bien sûr, évidemment, alors que je payais très bien mon staff et mon chef. Était très heureux de ce qu'il touchait, forcément moi je me payais pas. Donc effectivement, et je travaillais évidemment 2 fois plus que lui. Bon, c'est le jeu. C'est normal, mais c'est le jeu. Faut l'accepter, c'est le jeu au départ. Ce jeu-là, il est basé sur il y aura un avenir meilleur et ça marche. Ça va bien se passer. Et donc aussi, c'est ça qui nous pousse aussi à faire en sorte que ça marche et de se donner les moyens d'y arriver. Comment t'as shifté justement? Comment c'est passé? Encore une fois, parce que je pense que je faisais quelque chose de bien. J'ai eu aussi la chance, on va dire, après 1 an, d'être repéré par la grande épicerie de Paris, qui a adoré ce que l'on faisait et qui a voulu en fait que l'on intègre leur traiteur sur place, donc à la grande épicerie de Paris. Et j'ai détrôné quelque part, j'ai pris la place de Mavromatis justement, l'empire grec qui existait jusque-là. Symboliquement, c'était fort en fait de se dire qu'en moins d'1 an, j'arrivais à convaincre une institution connue justement pour son exigence, pour son côté, pour la recherche de la qualité et du savoir-faire. Et en plus, de remplacer, pareil aussi, une autre institution qui est Mavromatis,
Tu deviens une référence. Tu deviens une référence. Je deviens une référence et c'est là aussi où j'ai eu le sentiment de devenir un peu une marque. Que ça faisait 1 an, Placa devenait le mot Placa devenait plus connu. J'avais des gens maintenant à qui je parlais quelque part de façon aléatoire et qui me disaient mais non mais je connais Placa, etc. Donc forcément ça devenait beaucoup plus une référence. Ça évidemment c'est très gratifiant et c'est un super sentiment. Et après non en fait toujours dans le souci de bien faire, on continue, on croit, on y croit et on croit et puis ça avance. Et puis après comme on croit, comme tout se passe bien, faut avancer. Et donc il faut se développer. Je cherche pas encore une fois la croissance pour la croissance et je ne cherche pas à me développer pour devenir un empire. Pourquoi? Parce que d'ailleurs tu utilisais ce mot-là il y a quelques minutes, le mot authenticité. J'ai vraiment du mal à associer le mot empire à authenticité. Le mot tu te perds au bout d'un moment, si tu te perds. En fait, quand tu deviens une usine et que tu produis à la chaîne des feuilles de vigne, je pense que tu te perds complètement dans l'authenticité et dans le goût artisanal, justement de comme si ta famille tu perds le goût de familial artisanal, je trouve. Bien sûr. Ouais. Donc du coup, c'est quoi l'idée? C'est de développer plutôt des petites entités. C'est plus ça le schéma. C'est ça. C'est toujours se dire. En fait, c'est surtout pas avoir ce côté labo ou cuisine centrale qui va dispatcher partout. Ouais. En tout cas, j'y réfléchis. Je ne sais pas encore, mais trouver la formule qui fasse que pourquoi pas ouvrir un 3e Placa. Mais encore une fois, je ne veux pas en avoir beaucoup. Le plus important, de toute façon, le leitmotiv, c'est de se dire quand je goûte ce plat-là, je me dis, ok, ça a été fait maison avec des bons produits et avec un vrai savoir-faire, ou ça a été fait par une machine ou dans des quantités gigantesques. Ouais. Et donc voilà, c'est ça qui est difficile. Mais attends, quand tu dis, je vais peut-être pas en ouvrir un 3e, t'es jeune, tu serais capable de te dire, on reste comme on est et ça c'est bien? J'y crois pas une seconde. Je suis ultra ambitieux dans la qualité de ce que je délivre. Et donc, mon ambition, moi, elle se traduit plus par j'essaye et je pense être, alors là, par contre, je vais sonner évidemment très arrogant et très prétentieux, tant pis. Je pense être devenu parmi les meilleurs traiteurs grecs de Paris, mais le plus difficile, c'est évidemment de le rester. De le rester parce que, il faut que les équipes, elles continuent à avoir la même exigence et à vouloir continuer à bien faire les choses. Et aussi parce que, forcément, quand on réussit, quand on a du succès, on attise, on va dire, sans parler de jalousie, on attise des gens qui veulent faire la même chose, en tout cas. Ouais. Et donc, la concurrence, elle peut aussi se créer. Donc, faut toujours essayer aussi d'avoir, et ça c'est important pour moi, toujours me dire comment je fais pour continuer à me différencier de mes concurrents et toujours avoir une longueur d'avance par rapport à mes concurrents. C'est quoi les leviers de fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà un contrôle qualité très régulier, j'imagine, d'avoir vraiment une espèce de vigilance quotidienne sur ça. Contrôle qualité, évidemment. J'essaie de goûter toujours le plus souvent, évidemment, mes plats, m'assurer que on garde, toujours la même constance. C'est aussi se dire, j'essaie toujours d'aller plus loin dans le fait maison. Et là, quelque chose qui est nouveau depuis 1 an, et ça, franchement, il y a aucun traiteur grec qui fait ça, c'est de créer son propre pain, par exemple, produire son propre pain. Donc maintenant, tous nos sandwichs faits chez Placa, en fait, sont produits avec une recette que j'ai élaborée pendant 6 mois ici, chez moi, dans ma petite maison, dans mon appartement, avec un four domestique. Voilà, c'est aussi ma fierté de me dire, on pousse toujours plus loin le curseur du fait maison. Très important. Et ça, encore une fois, personne ne le fait, à part moi. C'est marrant quand même ce schéma quand on y pense, d'avoir commencé à se dire je vais conseiller la Grèce tout simplement pour finir par te dire moi en fait je vais faire mon pain dans mon four pour mon entreprise. Non mais c'est dingue. C'est vrai. Et en même temps c'est drôle parce que mes premières années, je me rappelle mes premières années quand j'étais analyste chez Lazare, je faisais mon pain aussi. En fait, je faisais mon pain chez moi. C'était déjà là en fait. C'était déjà là et je me disais il est quand même pas mal ce pain, il est quand même bon. Mais voilà, évidemment, à l'époque, on se dit pas, je vais en faire une entreprise. Ouais. Ça va devenir professionnel. Mais bon, finalement, par la force des choses. Ça trouve sa place. Ça fait sens après coup. On en parlait, ça fait sens après coup. Souvent, c'est ça qui est beau aussi, je trouve, dans la vie, globalement, c'est que, sur le moment où on prend une décision, on fait en sorte que ces décisions soient les moins mauvaises possibles, d'être sûr de soi. Et du coup, parfois, on bifurque, parfois, ça fait des lignes qui sont pas du tout, linéaires. Justement, des trajectoires qui sont pas du tout linéaires. Et puis en fait, a posteriori, on se dit mais en fait, ça fait sens. En fait, quand on relie le truc, toutes ces rencontres de point en point
faisait sens, en fait. C'est bête, mais aujourd'hui, je peux me dire, si j'ai fait l'ESSEC, ça m'a permis d'entrer chez Lazare, et si j'ai fait Lazare, ça m'a permis de rencontrer des dirigeants passionnés, et en même temps de travailler beaucoup avec la Grèce, parce qu'en fait, à l'époque, je conseillais quasiment que des entreprises grecques. Ouais. Et en plus, du coup, je passais beaucoup de temps à Athènes, et donc à Athènes, j'ai pu tester énormément de restaurants, etc. Et en même temps, forcément, comme j'étais en fusion-acquisition, voilà, j'ai pu gagner de la rigueur, de l'organisation. Finalement, a posteriori, ça fait sens. Donc, c'est pour ça que, effectivement, les pleurs de ma mère le jour où je lui annonçais que j'allais ouvrir un traiteur grec, en fait, a posteriori, n'ont pas tellement de sens. Mais bon, je la comprends à l'époque. Ça reste une maman, c'est toujours pareil, c'est plein de maman, ça c'est normal. Comment on emporte les gens, justement, dans cette exigence, dans cette volonté? Comment tu parviens, toi, à traduire cette quête, cette volonté de sincérité répétée, quotidienne, cette envie de traduire ta vision, ton rapport à cette culture? Comment tu fais pour la transmettre aux gens qui, justement, eux, vont te représenter, que ce soit en cuisine, en salle, tu vois, qui vont vendre placard? C'est un vrai défi que j'adore prendre. Je pense qu'il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est pareil, toujours dans ce souci de sincérité, j'essaie d'être entre guillemets le plus sincère possible. Sincère, ça mot bizarre pour dire ça, mais j'essaie d'être le plus sincère avec mes employés, au sens où je veux que eux soient heureux, soient contents, soient satisfaits de venir travailler tous les jours dans mon entreprise. Ça joue énormément le moral. Tu parles de quoi? De conditions de travail, par exemple? Conditions de travail, ça veut dire que je fais en sorte que les conditions de travail soient bonnes, qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin en fait pour bien travailler. C'est aussi bête que ça, mais en fait, à chaque fois qu'ils ont des demandes, que ce soit de matériel, de conditions de travail, d'horaire, de trouver toujours le meilleur compromis pour que eux tu vois si c'est possible. Satisfaits. Exactement. Ouais. Déjà, une grande force, une grande différenciation par rapport à la restauration classique, c'est que nous, on n'a pas en cuisine de pause. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent avec des horaires plutôt normaux. Il y a plusieurs shifts, mais en général, ça va être par exemple de 9h à 16h, ou alors ça va être de 14h à 21h. Mais donc en fait, pas de coupure, ce sont des blocs, pas de coupure. Ouais. Et je pense que la coupure, c'est quelque chose qui peut évidemment beaucoup fatiguer et pas mal éreinter dans ce milieu-là. Puis ça empêche toute vie en fait. Ça empêche toute vie. Ça empêche toute vie, 100%. Là, c'est pas le cas. Ils travaillent 5 jours par semaine. Enfin voilà, donc ils sont globalement, c'est à eux de le dire évidemment, hein, mais je pense qu'ils sont satisfaits. En tout cas, un bon indicateur qu'ils sont satisfaits de ma façon de manager l'entreprise, c'est que il y a très peu d'émissions. Il y a très peu d'émissions en cuisine. Ils sont quasiment tous là depuis le début en fait. Personne n'est parti, ou s'ils sont partis, c'est pour monter leur entreprise d'ailleurs. Ça c'est pas mal. Ça peut être c'est plutôt satisfaisant de se dire que. Mais c'est ultra gratifiant. Ouais. Et aussi, c'est quelque chose d'important pour moi, c'est de toujours leur dire que quand ils pensent à un plat et quand ils font un plat, il faut se dire que la personne en face, c'est comme si c'était la première fois que la personne en face goûtait ce plat-là. Parce qu'en fait, c'est jamais acquis. Donc, encore une fois, je prends l'exemple du tzatziki, mais un tzatziki, en fait, la personne en face, même si c'est la 10e fois qu'elle le goûte, en fait, il faut qu'il soit aussi excellent que la première fois. Parce que, en fait, on peut vite décevoir quelqu'un. Il suffit d'une seule fois pour que la personne ne revienne plus, en fait. Ça, c'est important. Et dernière chose aussi, pour moi, toujours dans cette quête de l'exigence de la qualité, je le dis souvent à mes employés qui sont en vente, je prends beaucoup de jeunes et d'étudiants parce que j'adore chez eux leur énergie, leur envie de bien faire. Et ils prennent ça aussi comme un jeu. Et Placard, d'ailleurs, ça veut dire, c'est mon quartier familial à Athènes, ça veut dire aussi jeu, ça veut dire aussi amusement. Ce que je leur dis aussi, c'est que il faut respecter tout le travail qui est fait en amont, en cuisine, de travailler le bon produit et de faire de bons produits. Si c'est cassé par un mauvais service, par un accueil en vente où il n'y a pas le sourire, où il n'y a pas la gentillesse et la bienveillance et il n'y a pas la patience, en fait, on respecte pas le produit, mais on respecte pas en fait tous les gens derrière qui ont fait ce travail-là. Et donc les cuisiniers en l'occurrence. Donc en fait, c'est aussi très important pour moi de jouer sur le respect que tout le monde se doit l'un envers l'autre. Tu veux faire quoi là? Parce que tu nous reçois chez toi, t'as l'air tranquille alors que t'es quand même chef d'une entreprise qui est plutôt dynamique, plutôt jeune. Là, on est dans un canapé à la cool. On a l'impression que t'arrives à quand même organiser ta vie de manière très c'est zen. Ouais, exact. Maîtrisé en tout cas. On sent que c'est maîtrisé. C'est maîtrisé peut-être parce que j'aime ce que je fais, je suis organisé et discipliné, et je pense que il y a aussi une devise ou une façon de penser qui caractérise pas mal ou me représente pas mal, c'est le fait qu'en fait il y a pas vraiment de problème dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait pour moi, quand il y a un problème, soit il y a une solution et on fait tout en sorte pour la mettre en place, et s'il y a pas de solution, on l'accepte,
on ne refoule pas, juste on identifie, on l'accepte et on passe à autre chose. Donc en fait, ça m'a beaucoup aidé pour beaucoup d'aspects dans ma vie, aussi bien professionnel que personnel, de me dire bon bah est-ce que finalement c'est vraiment un problème? Pas mal. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Ce que j'aime avec ces nouveaux entrepreneurs de la food, c'est qu'ils cassent bien des préjugés. Le premier d'entre eux, c'est l'idée qu'ils se lanceraient ainsi, la fleur au fusil, sans avoir compris qu'ouvrir un resto, c'est du boulot. Eh ben Dimitri l'a bien capté et il l'a bien vécu et il le savait et ça a marché. C'est qu'il ne suffit pas d'aimer la cuisine pour la faire exister, il faut y croire, y mettre du sens, prendre son temps. Dimitri Alexopoulos nous rappelle qu'entreprendre, c'est pas seulement créer un concept, c'est construire une entreprise, une équipe, une histoire, la faire durer. De la rigueur de la finance à la sincérité du produit, finalement il a trouvé un langage à lui, celui d'une cuisine artisanale, vivante, qui chaque jour veut délivrer le meilleur, tout simplement. Et où chaque plat raconte aussi un peu de son histoire. Chez Placard, il n'y a pas de storytelling, juste cette vérité simple, celle d'un entrepreneur qui voulait faire bien et qui a fini aussi par faire bon et beau. Je vous avais dit que Dimitri était un garçon inspirant. Allez, il me reste à vous souhaiter un bon week-end. Profitez, cuisinez, faites le marché, allez manger chez Dimitri si vous passez 46 rue Legendre prochainement, dans le 17e arrondissement. Moi je poursuis ma route pour vous rapporter de nouvelles histoires, faire encore de belles rencontres. Alors à très vite, sur Chef, évidemment. Salut!